Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle, autant que possible avec les technologies Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal. À l'animation, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Hey, salut Mario, ça va bien? Oui, ça va bien. Pour le bénéfice aux auditeurs, on est le 27 février. Nous, on enregistre à Montréal, donc on est dans plein hiver. Mais notre invité aujourd'hui a le plaisir, lui, d'être dans la belle région de San Francisco. Donc, je vais juste, avant même d'aller plus avant, je vais dire bonjour à notre invité qui s'appelle Grégory Renard. Bonjour Grégory. Salut, comment ça va? Hey, salut, ça va bien? Ouais, ça va bien. Grégory a le sourire, il nous disait avant, il dit « Ah, je suis tellement content d'avoir le plaisir de refaire une émission parce que t'es pas un nouvel invité. On t'a eu à 4, 5, 6 peut-être occasions. On se voyait souvent dans des conférences, Ouais. t'as participé. Mais ça remonte quand même à quelques années, là, le dernier podcast qu'on a fait ensemble. Écoute, j'étais chez toi, à San Francisco, en 2015. Et pour la petite histoire, on a enregistré un podcast où est-ce qu'on se posait la question. En tout cas, moi, je voulais parler du futur de l'intelligence artificielle. Et je me souviens, Grégory, que je sentais que t'étais pas si allé. En tout cas, ça te tentait pas d'embarquer dans le jeu des prédictions. C'est pas ton style. Mais il y a une prédiction que tu nous avais faite lors de ce podcast-là qui est vraiment vraie. Tu avais rappelé le fait que les temps qui se passent entre deux innovations majeures ne cessent que de diminuer. Là, on parlait, tu sais, il y a 100 ans, ça avait pris, mettons, 50 ans qu'il y ait vraiment une innovation majeure. Et là, dernièrement, puis tu faisais l'analogie, entre autres, de dire, si on regarde toutes les innovations qu'il y a eu entre 1900 et 2000, ça a pris, je pense, 15 ans pour qu'on fasse le même nombre d'innovations dans le 21e siècle. Et tu faisais comme prédiction, là, on s'attend que c'est dans 7 ans la prochaine grande innovation. On est en 2015, début 2016. Et là, on est en 2023. Et ta prédiction était bonne. Il y a quand même quelque chose d'assez majeur qui arrive cette année, hein? En tout cas, sur le fin 2022 et début 2023, en fait, on peut dire que c'était un peu le moment qu'on attendait tous, en tout cas dans notre profession. Parce que, comme vous le savez, j'ai évolué en termes de profession. Mais vas-y, je te rends le micro. Mm-hmm. Donc, juste pour le bénéfice auditeurs qui nous suivraient pas, là, depuis décembre 2022, il y a ChatGPT qui a été annoncé. Donc, une première implémentation d'intelligence artificielle qui, en moins de 5 semaines, ils ont eu plus d'1 million de personnes ont téléchargé l'application et je pense que c'est une prise de conscience pour beaucoup de gens que l'intelligence artificielle, c'est là pour rester, là, ok? Ça va être vrai. Ça sera pas juste, on n'est pas comme dans le Web 3 et tout ce qui est tourné autour des bitcoins. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus réel et beaucoup plus concret. Ouais. Donc, Grégory, si on rappelle un peu, parce que nos auditeurs, même si tu as été plusieurs fois, eux, ils te connaissent pas. Donc, essentiellement, t'es un chercheur éminent dans le domaine de l'intelligence artificielle. Quand je dis chercheur, entrepreneur, je pense que ce serait le meilleur terme. Comment t'aimerais décrire ton statut au niveau de... Je pense que tu as raison tu sais, à un moment donné, il faut se regarder et voir où sont ses limites et ce qu'on sait faire, ce qu'on sait pas faire. Ce qui est sûr, c'est que je suis à la frontière entre la recherche et l'entrepreneuriat. Et j'aimerais peut-être même dire que l'entrepreneuriat est un moyen pour moi de faire de la recherche. Donc, ouais. Quand on s'est connus, au début écoute, ça fait déjà presque 20 ans, je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Paris. Et à l'époque, t'étais dans une de tes premières entreprises, mais c'était encore ça, t'étais à la jonction entre l'entrepreneuriat, parce que t'as toujours été un entrepreneur dans l'âme, et la recherche. Écoute, tu commençais à cette époque-là à faire de la recherche autour, justement, oui, de utiliser les réseaux neuronaux pour être capable de faire de la reconnaissance vocale ou en tout cas reconnaissance de texte. Ça a toujours été le domaine qui t'intéressait beaucoup. Oui. Et à l'époque, toi, tu avais été reconnu par Microsoft et tu avais eu la reconnaissance MVP,
Most Valuable Professional. Dans les années subséquentes, tu es même devenu un Regional Director pour Microsoft. Exactement. Et c'est comme ça qu'on s'est connus à l'époque, parce que tu tournais autour des technologies Microsoft, on a fait des podcasts et on se revoyait à toutes les conférences Microsoft. Et aujourd'hui, ton parcours t'a amené à complètement bifurquer, c'est-à-dire que t'es plus MVP depuis 10 ans, 15 ans maintenant? Ouais, 10 ans. Une dizaine d'années. Ce qui n'empêche pas que tu continues à être toujours très impliqué dans la technologie, mais il y a eu des choix majeurs que tu as fait, dont entre autres celui de t'expatrier, c'est-à-dire de partir de l'Europe et de migrer vers Silicon Valley. Et c'est le but de l'émission aujourd'hui. On veut parler des pour et des contre de l'expatriation. En parlant peut-être, en prenant ton cas concret, mais en essayant quand même d'en faire une présentation un peu plus générique là, pour que nos auditeurs qui s'intéressent au sujet, ils trouvent leur compte aussi. Mais donc, si on revient un peu à ça, nous, on te rencontre au début des années 2000, mais je me souviens que c'était en 2010, 2011, un moment donné, tu te retrouves à Montréal avec ta femme, la famille. Je sais que tu étais venu souper à la maison. Je pense que tu avais même été aussi souper chez Guy. Que tu faisais le tour de tous les amis à Montréal parce qu'à l'époque, vous songiez sérieusement à vous expatrier de l'île où tu demeurais dans le nord de la France vers Montréal. Correct. Mais ça s'est pas passé comme ça. Donc, quelle est la petite histoire derrière ça? Ah, la petite histoire, mon Dieu, sacrée histoire même. C'est même une grosse histoire. Alors, l'expatriation, pour moi, elle est pas neuve, hein, parce que j'ai démarré ma carrière en Belgique. De la Belgique, j'ai passé vers la France. De la France, j'ai touché un peu à la Suisse, au nord de l'Afrique. Je suis arrivé au Canada où, en fait, on avait à ce moment-là une structure en France qui s'appelait Wigwam, je sais pas si vous vous souvenez. Et en fait, on fonctionnait avec une forme de agglomératif, en fait, avec d'autres structures qui étaient dans la même ligne que nous. Donc là-dessus, on avait bossé avec l'équipe Renat Server, si vous vous souvenez bien, où en fait, on avait collaboré ensemble. Et donc, l'idée, c'était que je rejoigne l'équipe de Montréal pour travailler essentiellement sur toute la partie C#, VB.NET, le .NET Framework et tout ce qui était Visual Studio, puisque j'étais MVP pendant combien 12 ans, 13 ans, peut-être un peu plus, un peu moins, je me souviens plus, et Regional Director pendant 8 ans, quelque chose comme ça. Et toi, t'es à la jonction aussi, là, parce que t'es devant, tu sais que des fois, on est devant un chemin où est-ce qu'on a deux chemins possibles. Ouais. Continuer à parfaire dans le monde Microsoft.NET et tout, mais t'as aussi l'opportunité vers l'intelligence artificielle. Oui. Alors, et là, tu dois faire des choix et j'aimerais que tu nous parles un peu de ça. Oui, donc, ce qui s'est passé, c'est que, alors, en plus, c'est Microsoft qui a engendré ce choix de pivot, sans vraiment le vouloir moi-même, parce que moi, à la base, c'était pas trop l'objectif, quoi. Donc à ce moment-là, j'avais une équipe de recherche, en fait, dans la structure Wigwam, où on faisait ce qu'on appelait à ce moment-là du langage naturel. Donc, du NLP. Mais t'imagines, c'était en quelle année? On a démarré ça en 2003, 2006. Donc tu imagines, et moi j'ai démarré le NLP en les premières démarches, c'était quoi? C'était en 92 à peu près, où j'ai démarré les tout premiers travaux de langage naturel. Donc il y a long time ago in Far Galaxy. Ceci découle du fait que à la base c'était une formation de mathématicien. Correct. Donc toi des modèles statistiques, des modèles bayésiens, en tout cas tous ces modèles mathématiques là, tu es assez à l'aise avec ça et tu voyais la capacité, je disais, hey, peux-tu prendre ça pour faire d'analyse de langage naturel et ce qui t'a amené à travailler là-dessus pendant... Ouais, alors en fait, je suis passionné de la connaissance. Mm-hmm. Mais passionné de la connaissance, hein, genre, je suis le genre de gars qui fait de Mont Blanc et qui prend une Bible une Bible de programmation dans son sac à dos, tu vois, en fait, pour un peu réfléchir. Et donc, je suis vraiment passionné par ça et je me dis, mais comment j'ai des outils? Parce que aujourd'hui, on collabore avec cette machine par le clavier, par la souris, mais c'est contre-intuitif, on a l'écran, c'est absolument contre-intuitif. Un jour, il faut qu'on puisse se dédouaner du clavier, il faut qu'on puisse se passer de la souris et qu'on puisse directement travailler avec l'ordinateur comme on est en train de collaborer maintenant. Et donc, par passion pour ça, et d'ailleurs au point j'ai marié une orthophoniste, hein, donc tu vois, le gars vraiment comité à fond. Hein, donc, et donc de là on a évolué, on a fait des travaux chez Wigwam, pas mal, et on échangeait beaucoup avec Microsoft France sur ces sujets-là, alors que j'échangeais pas mal avec vous et Microsoft US, on se souvient surtout les
design, architecture du .NET Framework. À ce moment-là, c'était les tout débuts. Et vous savez, moi, vous vous souvenez, j'étais passionné par tout ce qui était l'introspection, en fait, et tout ce qui était la gestion des typologies, des architectures, CTS, CLS, tout ça, c'était le truc que j'adorais faire. Et à l'époque, on parlait, il y avait le Semantic Web, je sais pas si tu te souviens. En tout cas, il y a eu... Ouais, bien sûr. Et donc, je tenais au courant Bernard Ougorlian, donc CTO de Microsoft France. D'ailleurs, si je me souviens bien, le premier CTO en dehors de Headquarter pour Microsoft au niveau mondial, et qui a été mon mentor pendant de nombreuses années. Il m'a guidé sur pas mal de choses. On échangeait entre deux quand il avait la bande passante, bien entendu. Et donc, un jour, Bernard m'appelle et me dit, Greg, t'es OK si je te mets sur scène pour présenter tes travaux de recherche en langage naturel? Et donc ça, c'était en 2012. Et je dis quoi, sur scène, tu veux dire il dit, le jour innovation des Microsoft Day à Paris. 3000 personnes dans la salle, 12 000 en ligne à peu près, comme ça pour se donner une idée. Et moi, je dis, écoute, ouais, si tu veux, ce serait génial, ce serait comique qu'on fasse ça. Et puis, on a fait une démo et au début, moi, j'avais accepté ça, mais aucune volonté d'en faire une activité en tant que telle. Pour moi, on développait Wigwam, on était parti à fond, puis en fait, on y allait, même si j'avais un peu des vœux pieux de pouvoir faire ça à temps plein, en fait, au quotidien, et de pouvoir aller dans cette nouvelle discipline qui, en définitive, pour moi, est une continuité de ce qu'on faisait avant, hein, parce que on faisait de la programmation plutôt assez innovante, assez avancée, et quand tu regardes aujourd'hui, l'IA appliquée, qui est celle que moi je fais au quotidien, parce que je fais pas d'intelligence artificielle en termes de recherche, donc je vais surtout, mon métier va passer de la compréhension des papiers jusque la mise en œuvre pratico-pratique pour résoudre des problèmes clients. Et donc me voilà sur scène, on présente, c'était extraordinaire, je tiens encore à remercier et m'excuser auprès de tout le monde là-bas puisque j'étais tellement stressé que, à mon avis, j'ai dû être historiquement désagréable avec 2-3 personnes. Donc si vous m'écoutez, je suis désolé pour ça. Et donc on présente sur scène et ça fait un carton incroyable. Ça marche, la démo est fluide. Donc attends, je monte sur scène. Et là, quand je monte sur scène, il n'y a plus d'internet. Donc t'imagines, tu fais une démo genre Siri, t'as pas d'internet. Steve Jobs a déjà connu ça aussi. Il avait demandé aux gens dans la salle de lâcher les connexions Wi-Fi pour l'aider. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait en fait. Donc j'ai demandé aux gens, je dis voilà, si vous voulez une démo, elle est prête. Mais si vous voulez une démo, faudrait couper votre internet, qu'on puisse récupérer de la bande passante. Les gens coupent internet, la démo, genre tapis rouge quoi. Mm-hmm. 3 mois après, je suis dans la Silicon Valley. Alors qu'on avait nos visas canadiens en main. C'est pas une blague, hein. Tu t'en venais, vous deveniez partenaire dans une compagnie à Montréal qui faisait une innovation technologique du côté, entre autres, de toute, c'était Smart Use, le produit, je pense qu'il existe Smart encore. Use, ouais. Donc, on avait créé ça avec Dominique, on avait créé Smart Use avec Dominique. Avec Dominique Sévigny, pour ne pas le nommer. Ouais. Et donc, tu te préparais à faire ce move-là, et là, bang, changement de programme, on va miser all-in dans l'intelligence artificielle, et pour toi, c'était très clair que tu ne peux pas faire de l'intelligence artificielle de façon intensive en restant chez toi à Lille, dans le nord de France, qu'il fallait que tu t'en ailles où est-ce que ça se passe, c'est-à-dire à San Francisco. Ouais. Et ça là-dessus, aucun regret. Si j'avais pas pris ce risque ou ce challenge, et je tiens à remercier ma famille parce que ma famille l'a pris avec moi, parce que ça aussi, tu vois, puisque le thème de l'émission aujourd'hui, c'est l'expatriation. Mm-hmm. Mais je me souviens d'avoir eu des discussions au moment du déménagement. Et une des expressions qui m'est restée, c'est happy kids, happy wife, happy life. Et donc, grosso modo, c'est que dans une expatriation, parce que t'imagines en 10 ans dans la Silicon Valley, donc le temps moyen à peu près de passage dans la Silicon Valley hors Covid, c'était à peu près 3 ans. Donc généralement, si t'es au-delà de 3 ans, tu restes dans la Silicon Valley, tu commences à faire partie des meubles parce que tu as un turnover ici qui est juste énorme. Tu as à peu près 70 à 80% de turnover. Mm-hmm. Donc les gens vont et viennent. Donc c'est même assez compliqué en fait de garder des amis dans le long terme. Et nous, on a un groupe d'amis très réduit qui est un groupe d'amis historiques.
Mais après, on a un groupe d'amis plus étendu où tu as des gens qui viennent, qui repartent. Et même à un moment donné, on était devenu un peu connus pour accompagner les gens, pour les aider à s'installer par ici. Ouais, parce que, juste pour le bénéfice aux auditeurs, tu vis pas à San Francisco, centre-ville, tu vis vraiment à Palo Alto. À vol d'oiseau, ta maison est à quoi? 3 kilomètres, 4 kilomètres à vol d'oiseau de Stanford. Tu es vraiment là dans la Mecque, là, tu sais, quand on lit l'histoire de la Silicon Valley puis les gens qui ont créé Hewlett Packard dans leur garage, c'est à quelques rues de chez toi, là. C'est littéral. Tu es vraiment au centre. Tu peux pas aller plus au centre de l'action que ça. Ouais. Alors, si on prend à l'échelle de ici à l'île Moucron, d'où je viens à l'origine, il est clair que c'est juste à côté. On est, grosso modo, à coup de vélo, tu vois la maison de Steve Jobs. Mm-hmm. Voilà. Donc la maison historique de Jobs, et en fait, elle est pas très loin. Et plein de gens qui sont du domaine. Donc ça, on revient. Puis la maison mère de la société sur laquelle je bosse présentement est pas loin de toi. Je travaille pour VMware maintenant. Ok, oh cool. Bah oui, ils sont à côté. Je suis passé plusieurs fois. Ils sont sur la route pour aller au garage Tesla. Guy, ton propos ne peut pas être ne plus approprié. La raison pourquoi je voulais faire une émission avec toi, Grégory, c'est parce que je vois justement des gens comme Guy puis d'autres amis qui maintenant, avec la pandémie, ben le travail remote, le travail à distance est maintenant accepté. Et des grosses compagnies peuvent t'approcher et on ne te dit pas, ah, si tu veux te faire le saut, faut que tu t'en viennes travailler aux États-Unis. Tu peux rester chez toi. C'est ce que Guy a fait. Guy a dit, ben moi, ok, je reste chez moi, mais je vais travailler maintenant pour VMware, puis avec toute son expertise autour de tout ce qui est Kubernetes. Bien, en plus, là, il se retrouve vraiment comme à avoir des défis super, super mobilisants. Dans ton cas, toi, Grégory, c'est pas ça que t'as fait. Toi, t'as fait vraiment le saut. Et là, je veux qu'on reparle de ton parcours, mais ultimement, à la fin, je vais voir savoir si tu avais à refaire ce même parcours-là en 2023, est-ce que se déplacer, c'est encore une condition sine qua non pour le succès ou la dynamique change? Puis pourquoi ça m'a amené à cette question-là? C'est comme je te dis, je vois des amis autour de moi, mais aussi des experts en intelligence artificielle. Je pense entre autres à Aurélie Jean, qui a étudié au MIT, qui a été plusieurs années aux États-Unis. Elle décide de fonder sa boîte de consultation, mais elle ne le fait pas en restant aux États-Unis. Elle revient sur Paris, elle revient en Europe. Parce qu'il y a des considérations, c'est pas facile aussi s'éloigner de sa famille et tout. Donc, est-ce que ces choix-là que ces gens prennent sont peut-être plus adaptés à la réalité de 2023, 2024, 2025? Et c'est ce que je veux comme évaluer avec toi. Il est clair que avoir le positionnement que j'ai aujourd'hui sans avoir été ici, c'est pas possible. Et de manière très simple, hein. Donc on se reprojette en 2012 à peu près, on déménage ici. On se retrouve en fait au moment où le deep learning arrive tout doucement. Donc les gens commencent à comprendre. Mm-hmm. Je me retrouve dans les meet-up, donc les meet-up locaux, donc les réunions de users qui se retrouvent pour discuter de sujets particuliers. Ces meetings se passent en physique ici en fait. Donc ça c'est compliqué d'être à distance. Mais d'abord je vous donne sur l'historique et après je réponds à la question 2023. Oui, parce que en 2012, les fameux articles qui ont été le fondement de ce qu'on est rendu maintenant avec le fameux papier de 2016 sur les Transformers, qui va être écrit justement par pas des confrères à toi, mais des gens avec qui tu côtoies dans ces meet-up-là ou dans ces rencontres-là. À un moment donné, tu me racontes, tu dis, écoute, je suis dans la rencontre, dans la salle, il y a les 4 ou 5 personnes qui vont qui vont écrire les fondements scientifiques pour qu'on fasse ce qu'on fait aujourd'hui avec ChatGPT. Oui, donc j'ai eu la chance de voir naître toutes les phases parce qu'à ce moment-là, on se réunissait également à Stanford, qui était un haut lieu en fait sur la partie langage et tout ce qui est en fait vraiment tout ce qui est des modèles du langage avec Chris Manning et donc on se retrouve en fait aussi à se réunir dans mon garage avec pas mal de gens. Donc tu vois, le mythe de la Silicon Valley existe vraiment.
Et donc on se retrouve à se réunir. On a quelques photos qui sont historiques et typiques, où on parlait des débuts des frameworks, donc Keras, avec François Chollet, qui se retrouvait avec moi dans mon garage, et on parlait du démarrage de la communauté en fait Keras, qui ensuite est devenu TensorFlow 2. Et on parlait à ce moment-là. Donc moi j'ai changé beaucoup en expliquant l'aventure MVP, ce qu'on avait vécu, comment on avait grossi la communauté, comment on avait accompagné en fait le déploiement de la partie open source. J'ai eu la chance de voir naître des boîtes comme Hugging Face, en fait, qui aujourd'hui sont devenues major en fait dans notre domaine. J'ai même fait les due diligence en fait sur du moins en fait certains VC qui m'appelaient pour me demander mon avis sur la technologie à ce moment-là quand ils levaient les fonds. Donc Il y a une chose qu'on n'a pas dite, Grégory, juste pour le bénéfice de nos auditeurs. Bon, tu avais eu beaucoup de reconnaissance de Microsoft, mais avec ton travail que tu as fait dans l'intelligence artificielle, tu m'annonçais il y a quelques semaines, quand on s'est parlé, que tu viens d'avoir une reconnaissance de la NASA. Donc, parce que justement, ton application pratique, des applications pratiques où tu l'as fait, c'est avec la NASA. Et donc... Ouais, donc j'ai reçu le Award du mérite 2022 de estampillé par la NASA, le FDL, le SETI et le département de l'énergie pour la reconnaissance de mes contributions en intelligence artificielle appliquée pour l'espace et la science de la Terre. Donc tout ça en anglais bien entendu, et signé par le numéro 2 de la NASA. Puis c'est pas banal ce que tu fais avec les gens de la NASA, parce que le but de la NASA, entre autres, c'est pour travailler, pour essayer de circonscrire les enjeux de réchauffement de la planète, entre autres. Donc, moi, quand tu m'expliquais ce que tu faisais, c'est comme, ah, wow, en plus que tu utilises ta passion, qui est l'intelligence artificielle, mais pour la bonne cause, c'est-à-dire pas pour forcément juste faire de l'argent, ce qui est pas mauvais en soi, mais si on peut aussi aider à faire en sorte qu'on soit tous encore là dans 200, 300 ans et non tous cuits comme sur un barbecue, c'est une bonne chose. Donc, tout ça pour dire que du côté applicatif, entrepreneur applicatif, t'as bossé, t'as une reconnaissance dans l'industrie, mais t'es pas un chercheur formel, t'es pas quelqu'un qui écrit des articles, mais tu côtoies ces gens-là, et c'est parce que t'étais à Silicon Valley que ça a pu se passer. Alors, en fait, j'ai aussi écrit quelques papiers, mais pas non plus énormément, puisque je l'ai fait, moi j'ai des papiers et des patents en intelligence artificielle qui sont assez sympas. Alors essentiellement dans tout ce qui est langage naturel, forcément, puisque c'est ma discipline. Hein. Donc grosso modo, je suis vraiment parti à fond là-dedans. J'ai eu la chance également de monter un laboratoire avec Berkeley en sociologie NLP. Donc on a un laboratoire de recherche depuis, on est dans notre 4e année, je pense maintenant, 3e ou 4e année. Donc on travaille sur les enjeux de la big data, sur la démocratie au travers du langage naturel. Si tu étais resté sur Montréal, t'aurais pu aussi vivre ça, parce que c'est quand même un pôle Montréal, là, puis le langage naturel avec le travail que Yoshua Benjoun a fait et tout. T'as mis là, bien sûr. Là, donc, bon, tu es allé à San Francisco, puis c'est juste triste parce qu'on aurait bien aimé que tu... En fait, j'ai pas mal bossé, donc j'ai même donné des lectures à Stanford, j'ai eu la chance de donner une lecture à IS à Princeton, du moins d'intervenir là-bas sur des colloques autour justement du biais autour de la data. Et on a monté il y a à peu près 4 ans le laboratoire à Berkeley. Il est clair qu'en termes d'expatriation, si tu fais pas ça, c'est compliqué de monter ce que je suis en train de vous expliquer. Il est clair que le Covid a changé beaucoup de choses. Maintenant, ça se passe beaucoup plus en ligne. Donc, je te dirais que j'ai la chance de pouvoir, d'ailleurs, c'est des discussions qu'on a avec mon épouse et les enfants pour l'instant, de se dire, est-ce qu'on reste ici ou est-ce qu'on bouge, est-ce qu'on va ailleurs, est-ce qu'on revient, on en parlait tout à l'heure en rigolant, sur la côte Est, qui est absolument pas pour rigoler pour nous. Bon, entre-temps, on est devenu américain, donc t'imagines, au bout de 10 ans, on a fait le choix parce que nos enfants sont vraiment devenus américains maintenant. Hein, donc, comme on en parlait, en fait, le français se perd. Alors, merci à mon épouse qui se bat tous les jours pour qu'on le garde à la maison. Donc ça, c'est vraiment génial. Est-ce qu'il faudrait le refaire aujourd'hui, en 2023? Est-ce que je le ferais de la même manière?
avec la même ambition, la même volonté de pouvoir toucher à tout ce qu'on a fait, il est clair qu'en étant ici, tu as en fait des facilités que tu n'auras pas en étant depuis Lille, en fait. Mm-hmm. Il est clair que juste le fait d'être localement ici, tu rencontres en dehors du Covid beaucoup plus facilement des gens très intéressants. Ce qui est, quand je dis très intéressant, c'est pas qu'il y a des gens pas intéressants à Lille, que du contraire, mais c'est que tu as des gens qui sont mais ultra focus ici. Quand je te dis ultra focus, c'est que tu fais un barbecue et durant le barbecue, t'es pas en train de parler des enfants, des chiens, des vacances ou machin. T'es en train de parler physique quantique, d'intelligence artificielle, théorie fondamentale en mathématiques. C'est, du moins pour un profil comme moi, c'est juste extraordinaire en fait. Moi, je me régale en étant ici parce que j'ai des discussions qui sont juste incroyables avec des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Il est clair que la période de Covid, on se posait nous la question de bouger à ce moment-là, de quitter la Silicon Valley parce que grosso modo le coût de la vie ici il est absolument exorbitant et donc tu te dis mais pourquoi on continue de payer ce coût de la vie ici alors qu'en définitive dans ma situation maintenant après ces 10 ans dans le domaine de l'IA qui m'a donné cette positionnement et donc ce profil en ligne qui en plus maintenant est reconnu par des institutions comme la NASA ou Berkeley. Donc tu vois, en fait, tu viens avec des tampons où, grosso modo, en fait, c'est plié, mais il est clair que c'est un choix de carrière, en fait. Pour les gens qui nous écoutent, il y a du pour et du contre dans les deux. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a une chance incroyable, c'est que tu peux bosser. Moi, ce que j'adore, c'est comme on est en remote, en fait, tu peux recruter les bons profils, peu importe où ils sont. Et ça, je pense... C'est ce qui est arrivé à Guy. Voilà. Donc, en fait, Guy en est clairement la preuve. C'est tu peux travailler pour des boîtes de la vallée et il y a beaucoup de boîtes qui commencent à le faire parce que on a eu toute une période. Alors maintenant, c'est fini avec ce qui vient de se passer il y a quelques mois. Hein, donc, on se souvient ici dans la vallée, pour l'instant, c'est électrochoc après électrochoc. Donc, tu as eu l'électrochoc des layoffs, en fait, qui a quand même été massif. Hein. Je sais pas combien, c'est 30 ou 40 ou 50 000 personnes qui ont été licenciées en quelques mois. En fait, ici dans la Silicon Valley, donc ça a quand même été un choc relativement très très fort. Alors que de l'autre côté, tu as des gens qui font de l'IA qui sont comme ça sur la pente, tu vois, sur une pente, un pourcentage qui est juste incroyable et tu dois t'accrocher au piolet pour continuer de grimper tout le temps. Et ensuite, tu as l'avènement en fait de ChatGPT qui, de manière incroyable, vient secouer les pattes d'un géant qui s'appelle Google, quoi. Tu dis, s'il y avait bien un truc, tu te disais, c'est pas possible, Google sera jamais touché. Tu vois, autant Facebook dans les discussions qu'on a ici, tu te disais, oui, il va forcément se passer des choses par rapport aux réseaux sociaux, ça commence à évoluer, tu sais, les gens migrent, mais le search, c'était le search, quoi. Et ce qui est dangereux pour Google, c'est que c'est quand même encore 90% de leur revenu, c'est la recherche. Donc, si tu te fais attaquer sur ton pilier, tu sais, une compagnie comme Microsoft a 5-6 sources de revenus. C'est bon, t'as Office 365, mais t'as aussi le cloud, donc t'as beaucoup d'autres sources de revenus. Mais pour Google, ça reste que le... Ouais. Et puis comme Satya disait, s'ils vont juste prendre 1% de part de marché, c'est des milliards de dollars. C'est gigantesque, moi, ils ont déjà pris ma carte de crédit, hein, donc voilà, moi en fait, je l'utilise au quotidien. Je pense que je pourrais, du moins, et c'était déjà avant la sortie de ChatGPT, du moins, comme je fais du langage, du moins des langages modèles depuis jour 1, forcément, à un moment donné, les larges language models, bah, tu peux pas les entraîner quand t'es si t'es pas dans une de ces grosses structures. Donc, tu commences à travailler avec elles. Donc, tu utilises soit des modèles open source, soit des modèles payants. Donc, moi, ça fait depuis... j'avais travaillé sur GPT-2, pas mal. J'avais fait beaucoup de travaux dessus. Et puis, quand GPT-3 est arrivé, j'ai mis la carte de crédit. Puis, t'es parti, quoi. Et... mais pour revenir sur la question sur le fait de bouger ou pas bouger, il est clair que dans ma situation aujourd'hui, le besoin en fait ne se fait plus sentir de devoir rester absolument assis pour continuer ma carrière. Aussi parce que je suis peut-être sur la deuxième partie de carrière par rapport à l'IA
maintenant c'est mode petit vélo, quoi. Tu vois, on va faire des trucs sympas, on va bien s'amuser, mais t'as la nouvelle génération qui pousse et c'est juste génial de les voir grandir. Ça, mais si tu avais 25 ans aujourd'hui, au début de ta carrière, je viens ici. Tu viendrais ici, ça serait clairement pour toi, c'est d'être au cœur de l'action. Il est clair que je pense qu'en plus avec OpenAI qui est ici, ça vient de remettre un gros coup de projecteur et de barycentre sur ce qui se passe ici, parce que oublie pas en fait t'as un brassage qui est continu ici. Donc t'as un brassage d'idées, tu rencontres les gens, c'est pas très très compliqué de très vite rencontrer des gens qui sont au cœur du réacteur. Et de pouvoir échanger avec eux, d'avoir leur feedback, et parfois une discussion autour d'une bière ou d'un café, parce que c'est plus souvent autour d'un café ici qu'autour d'une bière, mais une discussion autour d'un café style logo vert pour pas le nommer, tu vas gagner éventuellement des semaines en fait et des mois dans tes travaux en disant mais attends, waouh, là je viens de comprendre ça, parce qu'en fait tu as un échange d'idées qui va très vite, qui pousse très vite, et donc de manière typique ici on est déjà, alors que le monde découvre ChatGPT, on est déjà tu vois, tu as beaucoup de gens sur le terrain qui sont dans les tranchées, qui sont déjà en train de bosser sur les prochaines. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà entrevu les prochains jalons importants dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui sont déjà en train de se préparer pour être au bon endroit pour en tirer. C'est ce que nous on fait. Hein. C'est ce que nous on fait. On bosse déjà là-dessus sur les prochaines étapes. Donc, il est clair qu'en ce sens-là, être ici, c'est un atout et un avantage non négligeable. Maintenant, tout dépend de ton profil. Tu vois, si tu peux très bien venir de temps en temps, faire des visites régulières, rencontrer des gens, nouer des bons contacts, et puis voilà. Si tu as une entreprise que tu veux lever des fonds, après en même temps, tu vois, tu as quand même toujours les centres en fait financiers qui sont présents ici. Donc oui, et puis les gens aiment bien se rencontrer, même si aujourd'hui ça devient beaucoup plus simple de pouvoir fonctionner en fait différemment sur les notions de levée de fonds. Mais grosso modo, tout va dépendre de ton profil. Je pense que dans un profil plutôt travailleur pour une compagnie, c'est carrément possible, parce qu'en fait, si t'es talentueux, ils vont aimer, parce que potentiellement tu vas leur coûter déjà beaucoup moins cher qu'un ingénieur ici. Tu vas être beaucoup plus fidèle, parce que ici en fait, les gens ne restent pas longtemps en fait pour les mêmes compagnies. Il y a que les vieux de la vieille comme nous qui, en définitive, ne bougeons pas beaucoup. Mais autrement, tu vois qu'il y a une grosse vélocité, en fait, de la population beaucoup plus jeune. Donc, avant le Covid et avant tous ces layoffs, c'était vraiment compliqué. Même à un moment donné, tu trouvais plus de talent en IA ici. C'était impossible, quoi. Impossible. Le seul moyen, c'était de les former. Ouais. Mais là, avec le travail remote, tu peux aller chercher, en tout cas, certaines personnes qui ont des compétences. Puis comme tu dis, si la personne n'est pas si connectée que ça, elle est beaucoup plus enclin à rester avec toi pendant 12, 18, 24 mois que de se faire offrir d'autres emplois par des nouvelles startups qui elles sont prêtes à peut-être mettre beaucoup plus d'argent pour aller te chercher. Donc, Parce que t'as eu encore pas mal ici du moins l'opportunité de pouvoir bouger très très vite. Il est clair que ce qui vient de se passer sur les layoffs, alors je sais que c'est dur, mais je pense que c'est une bonne chose également, à 2 niveaux en fait, parce que déjà ça va arrêter l'explosion des prix, parce que forcément qui dit cette tension dit une tension sur les salaires, dit une tension sur les loyers, parce que forcément les propriétaires ils le savent, hein, tu peux changer le loyer comme tu veux d'un mois à un autre ici. Donc voilà, tu vois les salaires qui montent, t'appelles ton locataire, tu lui dis écoute, je vais te faire payer plus cher le loyer, et puis t'as les écoles, t'as tout qui va avec, le coût de la vie en fait globalement, donc t'as l'impression de gagner plus, mais pas vraiment en fait. Et même peut-être moins, parce que on parlait juste avant d'enregistrer il y a une certaine partie, une certaine zone dans San Francisco que maintenant on appelle la vallée justement, où sont regroupés beaucoup de colocation, c'est-à-dire que les gens
vivent à 4, 5, 6, c'est-à-dire ils vivent un peu comme en commune, tout simplement parce que c'est pas parce qu'ils font 250 000 $ par année qu'ils sont capables de se payer du logement. Il faut qu'ils soient 4 ou 5 pour réussir à payer leur appartement ou leur gigantesque condo qui s'achètent ensemble. Alors, pas nécessairement gigantesque, Mario, là. C'est un appartement Ouais. simple, là, mais il faut que tu sois à 4, chacun fait un quart de million par année, puis sinon t'arrives pas, là. C'est complètement fou, là. Donc voilà, moi je pense qu'il y a vraiment des avantages ou en fait et des inconvénients. Il est clair que si je reviens 10 ans en arrière, que j'ai à nouveau l'opportunité, je pense que je la reprendrai directement. Mais faut dire, En fait, sans... Hey, je veux revenir 10 ans en arrière, moi, là. De quoi on jase avec sa famille quand on pense à s'expatrier? C'est quoi les conversations qui se passent? Parce que t'as ta conjointe, mais aussi il y avait 2 enfants. T'as toujours 2 enfants. 3 maintenant. Hein. 3 maintenant, ouais, ok. Donc, c'est quoi les conversations qu'on a à ce moment-là? Écoute, tu serais peut-être déçu parce que je pense en fait, t'as des conversations de comment tu vas structurer, organiser. Donc, t'as certes des conversations en amont de prendre la décision, mais une fois que t'as pris la décision, faut pas revenir dessus, en fait. Il faut pas la remettre en doute. Par contre, nous, on avait pris la décision de venir pour maximum 3 ans avec un check au bout d'1 an. Et ça fait 10 ans qu'on est là, quoi. Donc, il est clair que t'as les discussions en amont où tu te projettes en tant que couple à réfléchir et je remercie mon épouse qui a fait énormément de sacrifices au niveau familial, au niveau proximité, des amis, tout ça, et moi aussi, hein, c'est forcément, elle est beaucoup plus famille que moi, même si moi je suis aussi très famille, hein, mais par contre, les technologies, à l'inverse, sont vachement géniales parce que, tu sais, quand tu disais on peut travailler de Montréal ou de Lille, éventuellement pour une boîte d'ici, oui, complètement. Mais par contre, tu peux être en contact tous les jours avec tes proches. Et en fait, tu te rends compte que le point le plus bloquant, c'est la zone de temps dans laquelle tu peux te joindre. C'est-à-dire que, grosso modo, nous, on a une bande passante à peu près de 3 heures pour joindre le time frame en fait de Paris. Ouais. Et donc grosso modo, si t'es occupé pendant ces 3 heures, bah après c'est perdu en fait. Donc tu peux plus parler à tes proches. Et je me souviens de discussions avec mon épouse et ma belle-mère où elle disait clairement qu'elle parlait même peut-être plus à mon épouse, donc sa fille qui est ici, que ses autres enfants qui sont beaucoup plus proches et rester à proximité du lieu d'origine. Non, parce qu'il y avait une urgence il y avait un temps en cours, donc il y a une urgence de Voilà. respecter ce temps-là, cette portion de temps-là durant la journée pour focuser marrant, hein? sur l'appel, la communication. C'est marrant, hein? Ouais, complètement. et puis on adore recevoir les gens, donc on reçoit beaucoup la famille au cours de l'année, donc on essaye maintenant quand même de rentrer une fois tous les ans ou tous les 2 ans pour voir la famille, parce que bah forcément après l'expatriation vient avec tous les avantages et inconvénients de l'expatriation. Donc un des avantages, par exemple, c'est t'es plus à un endroit chez toi. Donc ça c'est vraiment bizarre parce que tu rentres au village, t'es plus chez toi. Donc tu te sens complètement déconnecté du village, donc d'origine. Et ici t'es pas vraiment chez toi en fait non plus. Donc tu te retrouves un peu entre les deux, et cette notion que j'avais vécue plutôt en tant que local dans la région du Nord en tant que ch'ti, en fait, ou du sud de la Belgique. Et en fait, dans cette région-là frontalière, en fait, on avait vraiment vécu ça, en fait, avec des notions d'immigrés et qu'on comprenait pas trop, mais là, on l'a bien compris quand on est arrivé ici, hein. Parce que les 3 premières années, tu comprends que t'es un immigré, en fait. Peu importe si t'es bien diplômé, que t'as un chouette travail, que tu gagnes bien ta vie, que tu payes tes impôts. Franchement, les premières années ont quand même été costaudes. Et d'ailleurs, tu vois que t'as beaucoup de gens qui craquent, en fait.
qui craquent et qui rentrent. Mhm. Et nous, maintenant, Ben, t'as pas la même culture, t'as pas la même langue, t'as pas les mêmes habitudes. Alors, t'arrives, faut que tu sois un peu caméléon. ouais. Et tu vois, à l'inverse, maintenant, on se sent bien ici aussi. Donc, c'est ce qui fait qu'on a dur de bouger aussi. Tu vois? Ouais, parce que retourner en Europe, là, vous avez tous des habitudes. Les enfants sont américains, là. Ils ont quel âge, là, Donc, présentement? ma fille a 20 ans, mon fils 15 et ma deuxième fille 9 ans. Donc, ils sont clairement californiens dans l'âme, quoi. Oh, et puis là, leur langue principale doit être l'anglais maintenant. L'anglais, correct. Alors, revenir en Europe, c'est comme, ils sont étrangers, là, maintenant, là-bas. Bah, ce qui est marrant, c'est que mon épouse a fait un travail extraordinaire là-dessus. Et je pense que, tu sais, l'expatriation, c'est vraiment, pour tous nos auditeurs, du moins pour tous les auditeurs qui nous suivent ici, c'est vraiment un deal de couple, en fait. Soit tu le fais en étant célibataire, mais si tu le fais en étant marié, il faut vraiment avoir un commitment complet des deux parties. Hmm. Les enfants, tu peux les embarquer. Mais il faut vraiment, parce que les 3 premières années, généralement, peuvent être assez compliquées. D'ailleurs, on a vu pas mal, comme je vous disais, on a vu des couples qui sont rentrés juste parce qu'en fait, l'épouse s'est pas habituée, les enfants à l'école, ça allait pas du tout. Nous, en plus, on a eu une chance incroyable, c'est que quand Marthe s'est retrouvée à l'école, elle avait en fait un collègue de classe en fait qui parlait français, euh, qui l'a aidé en fait à faire la transition du français vers l'anglais. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils sont devenus des amis très proches maintenant. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que tu recrées une nouvelle famille avec les gens en fait, qui sont ici. Mhm. Et c'est passionnant. Mais vraiment, le conseil, ce qui a fait que, est-ce que ce sera une réussite? Je pourrais vous le dire à la fin de ma vie. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel, c'est une belle réussite de 10 ans, je trouve. Pourquoi? Parce que le plus beau cadeau qu'on ait fait à nos enfants, c'est d'avoir cette culture internationale. Mais C'est d'avoir... Vas-y, Mario. je sais qu'à un moment donné, il y a aussi comme des groupes, des regroupements, là, les Québécois à San Francisco, dans la Silicon Valley. Il y a peut-être la même chose si les Français ou en tout cas les Européens dans la Silicon Valley. Est-ce que tu sais, il y a des meet-ups technologiques, mais il y Oui. avait aussi comme parce que peut-être que on serait pas forcément amis avec certaines personnes dans notre pays d'origine, mais parce qu'ils sont aussi Silicon Valley, ben, ils parlent la même langue que nous, on se trouve des atomes crochus, on trouve des points. Ah, là, je te confirme, mais complètement. Là, en plus, on a pour l'instant un groupe d'amis qui est juste extraordinaire parce que on retrouve les habitudes qu'on avait chez nous. Tu vois, par exemple, se retrouver le vendredi à prendre l'apéro, mais genre, c'est pas planifié, quoi. Mm-hmm. Et ça, ici, mais c'est pas envisageable. C'est si t'as pas pris rendez-vous, si t'as pas mis dans le calendar, c'est ça se peut pas que les gens arrivent chez toi à l'improviste te prendre l'apéro. Et ça, c'est un élément en tant que bon vivant de notre côté. Hein, bah, c'était un élément qui nous manquait. Et là, c'est vrai que c'est assez agréable parce on a beaucoup de passages à la maison, les gens viennent nous voir, on, on a vraiment une vie sociale qui est très agréable. Ça aussi, c'est super important. C'est quand tu fais de l'expatriation, il faut vraiment travailler sur le fait de trouver des gens qui vont pouvoir te rentrer dans les bonnes communautés, qui partagent la même vision, la même culture que toi. Grosse entraide également au sein d'une communauté qui est quand même souvent assez importante puisque t'as pas de famille. Je veux dire, imagine, t'as un problème ici, t'es tout seul. Ouais. J'ai mon épouse qui malheureusement a eu un accrochage de santé et on se disait mais comment on va faire quoi. Et donc heureusement on a eu les amis qui se sont mobilisés. Ça a juste été génial parce que tu vois t'as tout qui se met en place comme ça en fait. Mm-hmm. Et et donc oui c'est pour revenir c'est vraiment un point crucial en tant que couple si tu déménages en couple avec ou sans enfant d'avoir un vrai commitment de discuter tous les jours en fait de cette expatriation, de faire des points. Nous on fait souvent un point avec Céline où on se dit bon en fait on fait quoi là? On reste, Mm-hmm. on bouge. Donc pour l'instant on a à nouveau la discussion côte est ou pas.
au moins, tu vois, pour première étape, en fait. Ouais, puis c'est intéressant ce que tu mentionnes la côte Est parce que moi, ce que je trouve intéressant, une différence qu'on a avec les Américains ou que les Américains ont, c'est que eux, ils se déplacent beaucoup dans leur Ouais. pays. Ouais. Alors, ils peuvent passer quelques années dans le sud, ensuite ils déménagent quelques années plus tard sur la côte est, ensuite ils retournent sur la côte ouest au nord. Ouais. Donc, il y a beaucoup de mouvements là comme ça. Puis je vois souvent tu sais, des familles où, bon, les enfants ont atteint l'âge adulte, là, pouf, ils se dispersent partout aux États-Unis. Bah, Il y a moins en fait, comme un cœur. les distances sont complètement différentes. Je te donne le cas. Ma grande fille qui est à l'université, elle est dans le Missouri. Donc, juste en avion, parce que t'as pas de vol direct. Mm-hmm. Donc, le temps d'avion est aussi long que si tu rentrais à Paris. Est-ce que c'est où, à Saint-Louis? Donc, Saint-Louis, Missouri, ou? ouais, c'est à Saint-Louis, oui. Ouais, qui est pas Elle est à un Saint-Louis. hub naturel pour je sais pas s'il y a une Ah non. compagnie aérienne qui utilise Saint-Louis comme hub, mais ça veut dire qu'il faut toujours que tu fasses comme 2 vols pour te rendre Ouais. de San Francisco jusqu'à Saint-Louis. Ouais. Bah, il y a quelques vols directs, mais ils sont absolument hors de prix. Et déjà, rien que le vol normal, t'es aussi cher que si tu rentrais à Paris. Donc, du moins en Europe. Et donc, il est clair qu'ici, tu vois la distance complètement différente et tu comprends mieux aussi pourquoi. En étant ici, c'est aussi super intéressant. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse en fait une émission juste sur les différences culturelles constatées au bout de 10 ans entre ce que j'ai eu comme éducation en Europe et ce que j'ai appris en étant ici. Donc avec quelques raccourcis qui sont, du moins moi, en fait, des Américains en termes de culture, ils me bluffent complètement. Nous, en tant qu'Européens, on va réfléchir et réfléchir et réfléchir au truc et à un moment donné, peut-être qu'on va faire. Ici, non, c'est On va théoriser beaucoup. voilà. Tandis que en Amérique, c'est on saute à l'eau et on apprend à nager. Tandis que Voilà, en mais Europe, attends, on mais va s'assurer qu'on sait très bien nager avant de sauter à l'eau. et j'ai vu des trucs de dingue en termes de prototypes, de technologies qui étaient lancés comme ça. Tu te dis waouh. Et donc ça t'apprend en fait à relativiser, à repenser l'entrepreneuriat. Ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est le droit à l'échec ici, Mm-hmm. qui est vraiment passionnant par rapport à ce qu'on a peu ou pas en fait en Europe. Hein, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en Europe, du moins ici, t'attends d'un bon entrepreneur qu'il ait échoué au moins 2 ou 3 fois avant de lancer un vrai business, comme dirait l'autre. Ouais. Tandis qu'en Europe, t'as pas le droit, Mais c'est à comme, l'échec. je me souviens quand mes enfants étaient autour de 16-17 ans, puis que là, tu leur dis, écoute, il va falloir que tu prennes une carte de crédit. Puis là, je me souviens, mon plus jeune, il dit, ben, j'ai pas besoin de carte de crédit. Je dis, prends une carte de crédit. Assure-toi de payer à tous les mois ton solde. Là, il m'a regardé, il dit, ben, ouais, il dit, mais j'achèterai rien. Je dis, trouve moyen d'acheter quelques petites choses, parce que si, à un moment donné, à 25 ans, tu veux emprunter et que tu n'as pas d'historique, les gens même si théoriquement, si t'as pas emprunté, tu peux avoir des millions de dollars dans ton compte de banque, mais s'ils ne le savent pas, ton profil donc, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que le droit à l'erreur, c'est un peu ça. Souvent, si t'as pas eu des échecs, on ne croira pas que tu es vraiment mûr à être un bon entrepreneur, tandis que, donc, si t'arrives avec un... Tandis qu'en Europe, si t'as un échec, t'es marqué au fer rouge, là, puis c'est très Visiblement, difficile ça de... change un peu, mais du moins, après moi, ça fait longtemps que j'y ai pu été, hein, mais Ouais. j'ai cru voir dans la presse qu'il y avait quand même beaucoup, du moins, tu sais, t'as des éléments comme Station F, t'as la French Tech et tout ça qui essaye de vraiment porter la technologie, d'essayer d'aller en fait en ce sens-là. Mais en même temps, je parlais avec un entrepreneur français qui investit pas mal, qui est tombé maintenant dans le côté VC et qui me disait mais c'est impossible de monter des structures comme ça en Europe en fait. VC étant venture capitaliste, donc l'équivalent des banques, mais pour le domaine technologique, parce que je pense qu'il y a plus de fonds dans toutes ben, de toute façon, les banques ont maintenant un bras VC à San Francisco, parce que c'est comme ça qu'on fait de l'argent maintenant.
C'est plus en investissant dans des industries classiques, c'est en investissant dans le futur. Mais là, les enfants étant plus âgés, surtout la plus vieille, lors d'un retour possible en Europe, il se peut très bien qu'elles choisissent de rester en Amérique. Bah, alors c'est plutôt l'inverse qui est en train de se passer. Oh! Donc ici cet été, elle nous a fait comprendre qu'elle aimait vraiment beaucoup l'Europe, quoi. Voilà. Donc voilà, pas mal de discussions pour l'instant aussi pour ça. Donc la côte est, parce que bah déjà t'es à 6 heures de décalage horaire et sur des billets d'avion qui sont quand même parfois à la moitié du prix de si tu venais à SF. Mm-hmm. Donc tu vois beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça, et puis le fait que notre fille, bah, visiblement, elle serait plutôt partant de rentrer à nouveau en Europe. Donc après. Et il regarde l'avantage là, maintenant d'un retour en Europe pour elle. Là. Elle retourne en Europe parfaitement bilingue. Mais attends, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est pour moi la plus belle réussite de cette immigration aux États-Unis, c'est nos enfants. On en parle souvent, hein, c'est pas les aventures, les assets que tu crées ou ce genre de choses, ou la reconnaissance, tous ces diplômes, c'est gentil, mais à la fin de la journée, voilà quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais avec tes diplômes de MVP? En fait, j'en ai une j'en ai une caisse pleine ici à la maison. Comme mon diplôme de la NASA, à un moment donné, t'es heureux, c'est une reconnaissance, c'est vraiment génial. Mais je veux dire, en fait, à un moment donné, ça va se ranger, tandis que là, ce qui est juste extraordinaire, c'est qu'on leur a donné un bagage, une culture internationale, bilingue, voire trilingue, parce que t'as l'espagnol ici qui est quand même très parlé. Mm-hmm. Donc, ils ont une très bonne compréhension de l'espagnol parce qu'ils apprennent à l'école. Donc, ils sont venus avec le français, ils repartent avec l'anglais comme langue quasiment devenue maternelle, plus un peu d'espagnol, une culture internationale, une rencontre. Faut pas oublier qu'ici, t'as quand même à peu près une moyenne entre 60 à 80% d'immigrés. Mm-hmm. Donc, tu te retrouves à rencontrer des gens de toutes les cultures, de toutes les religions, de toutes les origines. Donc, t'as une ouverture d'esprit qui, avec les années, en fait, évolue complètement. Même moi, en fait, et je voyais pas du tout les choses de la même manière qu'aujourd'hui. C'est une capacité, une ouverture d'esprit, une écoute du monde. Je pense que, et quand je dis du monde, c'est le monde en fait en général. C'est être beaucoup plus à l'écoute, essayer d'avoir une vision macroscopique de ce qui est en train de se passer. Il est clair qu'en étant ici, tu as une vision du monde qui est quand même assez différente, parce que comme tu as un gros brassage qui est continu, bah ça te donne une autre vision que quand j'étais entre guillemets en Europe, et que tu voyais ce qui se passait dans ton microcosmos en fait, qui était juste génial aussi. Mais aujourd'hui, fédérer 350 millions d'habitants, ou je sais plus combien on est aux US, ou quand tu vois la complexité en Europe de fédérer quelques pays, et qui même cumulés n'arriveraient pas en fait à ce volume, tu vois, même en termes de marché, en termes d'approche, c'est vraiment différent. En tout cas, au bout de toutes ces années, l'expatriation, oui ou non, moi je te dirais oui, quoi. Mm-hmm. Mais faut dire aussi que tu es dans un État aux États-Unis où le multiculturalisme est important. Tout ça, c'est pas dans tous les États la même chose. Bien sûr. C'est sûr que Il est clair que si t'étais en Alabama, dans le sud, dans le deep sud, dans le sud profond, là, ça serait pas de l'intelligence profonde que ça serait pas des algorithmes d'intelligence profonde. Ouais. Et donc, bon, après, il est clair que sur le sujet d'expatriation, tu vas pas t'expatrier très facilement dans ces zones-là, hormis pour des raisons très fortes qui peuvent exister, hein. Mais il est clair que par rapport à la technologie dans notre cas, aujourd'hui, je pense que sur l'Amérique du Nord, t'as des pôles, Montréal en fait partie, t'as très certainement New York, t'as très certainement San Francisco, Boston et Los Angeles. Boston, historiquement, là. Boston, ouais, tout à fait. Donc, du moins, t'as toute cette partie côte est. Seattle, San Francisco, le cet axe-là,
Et Boston, New York, l'autre axe. Donc, c'est côte est, côte ouest. Donc, Mais en fait, moi, j'avais plutôt la vision IA. Excuse-moi. oui. En fait, j'avais la vision intelligence artificielle, en fait. OK. Moi, j'y allais plus sur, historiquement, au niveau des technos, comment ça s'est développé. Ah bah, moi, j'adorais Seattle. J'ai pas arrêté de bassiner mon épouse en disant que Seattle, c'était la plus belle ville du monde, donc. Ouais, effectivement, c'est pas triste vivre à Seattle. T'as des problèmes, t'as les mêmes problèmes que nous, on a à Montréal, c'est traverser les ponts. Ce qui est moins en moins vrai parce qu'on n'a plus besoin de se déplacer, on fait tout à distance. C'est probablement aussi ce qui se passe à Seattle, oui. c'est que là, les gens peuvent aller vivre à l'extérieur et pas forcément besoin de revenir sur Bellevue, sur le campus à tous les jours. Écoute, Grégory, j'espère que ça donne un certain hint. On a souvent des auditeurs qui sont dans un processus semblable de réflexion. Donc, si ça peut leur aider, tant mieux. Hein? Puis moi, ça m'a permis de récapituler un peu ton parcours des 10 dernières années, ce qui est intéressant. Et fascinant. Ouais, c'est que le début, hein, mon Dieu. Ouais. Quand tu vois notre domaine, on a eu quand même quelques années de désert. Depuis 4-5 ans, ça commence à monter sérieusement. Mais là, c'est que le début. Les 10 années qui viennent vont être très intéressantes. Hein. Tu sais, j'aime bien prendre en perspective. Faut se rappeler que le premier papier GPT sur les génératifs, et encore, il y en a eu d'autres préalables, en fait, à ça. Mais le premier papier sur GPT, c'était juin 2018. Ouais. Il y a 5 ans. Ouais. Et... Donc, puis ensuite, à la sortie de ChatGPT en octobre-novembre. Tu parles du fameux papier sur les Transformers? Oui, tu as le Generative Pre-trained Transformers qui était sorti en juin. Mm-hmm. Donc après, tu avais All You Need Is Attention qui est vraiment l'élément en fait. Tout ce que vous avez besoin, c'est de l'attention. Pour les experts en intelligence artificielle, eux comprenaient ce que ça voulait dire. Pour les novices comme moi, ben nous, on trouve juste que c'est un titre bien sympathique. Mais... Oh, le mécanisme d'attention est vraiment superbe. Hein, donc, et assez proche. Je suis pas mal sûr que le mécanisme d'attention, tu avais probablement essayé de faire des choses un peu semblables dans tes travaux que tu faisais en 2003, 2005. C'est juste que tu n'avais pas trouvé probablement c'est le multilayer que tu avais peut-être pas en place. C'est-à-dire qu'il a fallu que ça soit construit sur d'autres prises de conscience pour que maintenant on soit capable d'attacher tous les morceaux ensemble. Parce que ce n'est que des gros, c'est des AA, hein, c'est des prises de conscience quasiment que l'industrie fait en disant « Oh, c'est là-dessus qu'il faut appuyer ». Et à un moment donné, on réussit à monter le building et à se rendre à un 10e étage et faire des systèmes qu'on regarde et on dit « Voyons, ça se peut pas ». On a l'impression qu'on a vraiment une intelligence devant nous. Quand à la base... Et encore et encore, tu sais, on avait il y a quelques semaines un meet-up ici avec des gens qui sont dedans à fond, donc qui appuient sur les fameux boutons qui coûtent beaucoup de sous, comme vous dites, pour entraîner les large language models. Et des gens un peu historiques du domaine où on se retrouve de temps en temps, on échange, on discute là-dessus. Et en fait, tu te rends compte que la communauté, à un moment donné, voit que l'approche qu'on a pour l'instant, c'est pas forcément la meilleure. Il y a mieux encore. Faut pas oublier que notre cerveau tourne avec du 20 watts. Hein. Donc, comment tu repenses les architectures, les modèles? Donc, t'as des approches très intéressantes pour l'instant de ce qu'on appelle du compositional, donc ou des concept learning. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à mimiquer en fait des modes d'apprentissage qui vont se rapprocher de comment tu apprends à un enfant? Mais ça, c'est important, parce qu'aujourd'hui, par exemple, éduquer GPT-3, c'est la consommation d'électricité d'une grande ville pendant un certain nombre de jours. Donc, absolument. Bientôt, il va y avoir des gens qui vont dire « Oh là, il y a un coût à ça, il y a un coût sur l'environnement, et ça va peut-être être un frein. Donc, si on trouve pas des façons plus efficaces, les gens vont peut-être le boycotter en disant « Ben moi, je touche pas à ça parce que, justement... je veux pas participer au réchauffement de la planète. » Je pense que les gens vont demander à ce que ça change, mais à mon avis, ils vont toucher. Hein. Ça, y a oui, donc, mais ce qui sera plaisant, probablement dans les prochaines années, Greg, c'est d'essayer de faire le suivi avec toi pour voir
avoir un œil éclairé sur où est-ce que ça s'en va, les innovations de ce côté-là, sans que tu brises aucun secret professionnel. Mais je sais que tu me disais juste un mot en disant, Mario, dans 3 ans d'ici, tu vas être surpris où est-ce que ça va être. Parce que pensons-y, tu avais dit c'est toujours la moitié. Ça a pris 7 ans. Donc, les prochaines grandes innovations, c'est dans 3 ans et demi, 4 ans, il y a quelque chose qui va encore arriver, on va tout faire on va tout être bluffé. Ouais. Bah, et en plus, là, avec les équipes, en fait, on était sûr et certain qu'il allait se passer quelque chose sur fin d'année 2022. C'était téléphoné. Et bon, bah voilà. Maintenant, on sait ce que c'était. Grosse étape qui arrive également. Donc, imagine juste qu'il a fallu 4 ans pour passer de la page blanche à ChatGPT. Projette-toi dans 4 ans. Projette-toi dans 8 ans. Avec le recul qu'on a pour l'instant. Donc, les technologies vont continuer d'accélérer de manière exponentielle. Et ce qui est important, c'est de travailler l'inclusion, vérifier que tout le monde ait accès à ce type de technologie, que ça ne fragmente pas plus en fait la société en général, et que qu'on prenne soin du moins. En fait, tu sais, moi j'ai pas peur qu'une machine me remplace, même si je pense qu'en 10 ans, je me suis remis en cause, moi, de par des technologies que je créais moi-même ou que j'utilisais d'autres. Je me suis remis en cause entre 3 à 5 fois au moins. Et je pense que là, grosso modo, on n'est pas loin de... allez, ce que je dirais, on va revivre les grosses approches, et ce que je fais aujourd'hui, bah, je le ferai plus dans 12 mois, je pense. Je t'arrête, je pense que Mario... Je pense qu'on a perdu Mario. On a perdu Mario. Greg, ce fut un immense plaisir de te reparler après quoi, 10 ans? Ouais. Une dizaine d'années? Bah, merci à vous, les gars. C'est complètement fou. Moi, je souhaite bonne programmation à nos auditeurs, et on se revoit le mois prochain. Oh, voici Mario. Il est de retour. Ah, attention. Mario is back. Mario is back. Mario. Mario. Bon. Visual Studio Talk Show.